Je vais passer de cette place-là qui vous accompagne toute la matinée à cette place-ci pour animer à mon tour un débat, finalement, dans la grande continuité de la discussion et du débat inversé qui vient de se passer avec la salle. Merci infiniment d'avoir d'ailleurs joué le jeu. La question qu'on va poser maintenant, c'est que faire ou que fait-on de notre intimité? Et c'est une question qui a été adressée par Pauline Chanu, je la salue parce qu'elle signe une grande partie de la programmation de ce festival, à la philosophe Claire Marin. Merci beaucoup de nous rejoindre sur scène. France Culture et Arte présente Et maintenant, le festival. Claire Marin, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Voilà. Les débats sont denses. J'espère que voilà, vous avez la possibilité d'accueillir tout ça. Mais finalement, je trouve que depuis le premier débat mené par Quentin Lafay sur la question de la sobriété, qui a très vite attrapé la question des récits, et celui-ci où la question du récit de soi, de la vulnérabilité, des émotions, donc de l'intimité, s'est posée aussi. On arrive dans une sorte de fleuve des questionnements qui va nous mener toute la journée. Que fait-on avec son intimité? C'est la question qui a été formulée par Pauline, et il me semble que vous êtes souvent présentée, Claire Marin, comme une philosophe de l'intime. On peut peut-être rappeler quelques-uns de vos livres, des livres sur la maladie, des livres sur les ruptures au pluriel, quelles que soient les ruptures, un livre très récent qui s'appelle « Être à sa place », un autre livre qui est un dialogue avec Nicolas Truon qui s'appelle « Vivre autrement ». À chaque fois, on peut dire qu'il y a quelque chose de l'expérience intime qu'on va essayer d'abord de définir, qui est comme un rouage très important de la mise en place de la pensée. Je vous propose en bonne philosophe qu'on essaye de définir les termes quand on dit « que fait-on de son intimité ?» Comme c'est toutes ces choses-là, vous les déconstruisez, vous les discutez dans vos textes. Qu'est-ce qu'on entend par l'intimité alors ? Alors, l'intime, c'est ce qui est le plus à l'intérieur. Donc, c'est à la fois ce qui est de l'ordre des sentiments, des affects dont on a bien entendu parler. C'est aussi un certain rapport à son corps. Et puis, c'est peut-être ce qui doit rester intérieur. Donc ça, c'est aussi une autre question de savoir si l'intime doit nécessairement s'exprimer, à quelles conditions, pourquoi on peut souhaiter le faire ou ne pas le faire. L'intime, c'est aussi ce qui est privé, ce qui est secret. Mais quand vous dites ça, moi, immédiatement, j'ai quand même un slogan féministe important qui a été « l'intime est politique », comme idée que l'injonction à ce que l'intime reste précisément à l'intérieur du corps des femmes, à l'intérieur de leurs récits, aussi à l'intérieur de leur foyer, a été un basculement important dans l'arrivée des femmes dans le champ politique et militant. Comment est-ce que la philosophie, ou comment est-ce que la philosophe que vous êtes, traite ou fait avec ça ? Alors, ce que la philosophie fait de l'intimité, il me semble que c'est relativement récent. C'était plutôt la question de l'intériorité. Et en fait, il y a une vraie différence parce que dans l'intime, il y a quelque chose effectivement de plus sensible et qui a peut-être été ramené aussi à de la sensiblerie, qui évidemment était féminine. Et le fait que l'intime prenne de plus en plus de place dans le domaine, dans les discours, alors philosophiques bien sûr, mais aussi sociologiques ou historiques. On a de plus en plus de chercheurs qui s'y intéressent. Ça dit quelque chose peut-être d'une reconnaissance d'un intime qui n'est pas seulement une sensibilité féminine ou qui n'est pas seulement un domaine dans lequel les femmes seraient emprisonnées. C'est une forme de présence à soi très particulière qui est universelle, enfin, que nous connaissons tous. Et sa progressive et récente prise en compte dans les différentes sciences humaines, elle témoigne de quoi? Que ça peut, par exemple pour l'histoire, laisser trace, que ça peut valoir la peine d'y aller regarder, que ça peut valoir la peine de le prendre comme un élément de compréhension, vous diriez ça? Bien sûr, parce que c'est aussi la reconnaissance d'autres vies que les vies illustres, que les vies visibles. Il y a certaines vies où il ne reste que des vêtements de l'intimité, des choses qui restaient cachées dans des poches, des objets justement très liés affectivement au sujet. Donc parfois il ne reste que des objets intimes pour témoigner d'une vie,
Et les historiens se saisissent maintenant de ces supports même minimes de vie entre guillemets mineure, ou en tout cas qui, pendant longtemps, n'ont pas fait l'objet d'études. Oui, c'est une sorte de discours à bas bruit, mais peut-être à bas débris aussi, qui est un matériau qu'on retrouve dans vos écrits, Claire Marin. Quand vous dites cela, à savoir le peu de traces laissées par des vies, ça veut dire aussi que d'un seul coup, et l'histoire et le récit du monde s'intéressent à des vies qui jusqu'alors n'existaient pas ou existaient peu et peut-être existaient encore moins après leur trépas. Est-ce que s'intéresser à l'intime, c'est donc faire entrer d'autres corps et d'autres subjectivités, voilà, dans la pensée ou dans le champ de la pensée? Bien sûr, d'abord parce que ça veut dire que l'intimité des corps, par exemple, ne va plus être uniquement l'intimité sexualisée ou érotisée. Ça veut dire aussi l'intimité du corps malade, du corps souffrant, du corps handicapé. Donc ça veut dire aussi s'ouvrir à des modalités du corps qui ne sont pas sur le modèle de l'érotisation, la performance sportive. C'est comprendre la sensibilité, la vulnérabilité du corps. C'est donc en avoir une approche plus réelle, tout simplement. Est-ce que ça veut dire pour celle ou celui qui pense qu'il doit s'y rendre sensible ou que c'est une première étape que d'être capable de lire des expériences de corps, être aussi en mesure de poser du langage dessus, parce que ce sont des temps différents. Par exemple, dans votre pratique, vous, de philosophe, est-ce que vous diriez que ça a une place? Je ne sais pas si on peut, comment dire, s'efforcer à être sensible. Ouais. C'est pas un exercice. J'ai l'impression que c'est une sensibilité qui est déjà là, et que les chercheurs qui explorent ces questions sont des gens comme ça. Avaient déjà quelque chose de l'ordre de cette inquiétude de ce qui est à l'intérieur. Il y a aussi quelque chose d'un peu inquiet dans l'intimité, je crois. Mais pour autant, alors si on ne s'y efforce pas, est-ce que vous pourriez dire que ça fait partie d'une pratique? D'explorer l'intime? D'explorer, alors, donc, pas de volontairement s'y rendre sensible, puisque vous dites que c'est un état de fait ou c'est un état d'être, mais quand même la traduction de ces états-là, la traduction des expériences qu'on traverse, la traduction... Voilà, vous vous intéressez à des changements d'état brutal dans nos vies, que ce soit la maladie, la mort, le deuil, la joie aussi, parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs. La possibilité de traduire et dans les mots puis dans la pensée, ça c'est quand même j'ai envie de croire que c'est une pratique. Peut-être. Qui n'est pas consciente chez vous. En tout cas, qui n'est pas délimitée chez vous. Non, pas du tout. C'est pour ça que le terme de pratique peut-être résonne pas directement. C'est juste un biais habituel, je dirais, pour entrer dans des questions. Et à l'inverse, la grande échelle politique et sociale, je la trouve beaucoup plus difficile à saisir. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est une espèce de restriction de ma vision ou d'intérêt pour le petit. On ne peut pas avoir dit tout ce qu'on a dit précédemment pour parler de restriction. Au contraire, il y a quelque chose de très vaste dans cette exploration. Disons que c'est passé par quelque chose d'assez petit et difficile à saisir, mais finalement retrouver quelque chose de plus général, oui, sans doute. Mais c'est pas quelque chose comme un exercice, c'est un biais naturel, je dirais. Peut-être que si j'utilise le mot pratique, c'est parce que je cherche à dévoiler quelque chose de concret. Peut-être que je me demande comment, à partir, je pense à un exemple précis dans votre livre Être à sa place, à savoir la voix, l'idée de faire l'expérience de sa voix, de voir quand elle déraille, de voir quand elle s'abaisse. J'essaye de toucher du doigt le concret du passage entre l'expérience du corps, l'expérience intime, et la possibilité de penser. Est-ce que vous pourriez le détailler pour nous, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut se décrire? Je serais bien embarrassée pour le faire. C'est qu'une question très difficile. Non, je n'arriverai pas à détailler ce processus. Enfin, vraiment, je ne ressens pas ça comme quelque chose qui serait... Ou alors au sens où je fais... un exercice pour que quelque chose d'intime puisse se manifester à l'extérieur, mais est-ce que ça veut dire que je le transforme ou que je le déguise?
Non, je ne saurais pas vous répondre précisément. Parce que l'une des hypothèses à la question, une des réponses possibles à la question « que fait-on de son intimité ?», il y aurait penser. On pense, on écrit. Est-ce que pour vous, c'est un chemin qu'on pourrait dire comme ça, Claire Marin ? Oui, c'est sûr que c'est un support d'écriture. Après, la pensée elle-même est intime. Enfin, elle est d'abord intérieure, c'est un dialogue avec soi-même, une présence à soi, une attention aux sentiments, aux émotions, aux doutes. Donc, elle est peut-être premièrement intime, et puis par la suite, elle peut se manifester. Mais sur la question de départ que j'ai déjà perdue. À savoir le chemin concret qu'il y a entre l'expérience intime que vous faites, vous, en tant que sujet, quoi, et la capacité de penser à partir de cela. Ben là encore, je crois que c'est... en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une nécessité. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça permet de comprendre des autres aussi. Cette émotion qu'on ressent, est-ce que d'autres la ressentent aussi? Est-ce qu'ils la formulent de la même manière? Qu'est-ce que ça produit en eux? Donc effectivement, il y a la question de savoir s'il y a des échos entre des expériences intimes ou si chaque expérience intime est tellement singulière qu'elle est incommunicable. Dans certains cas, c'est sans doute le cas. Dans le cas de la douleur, par exemple, on a quelque chose d'intime, ou en tout cas d'intérieur, dont il est très difficile d'avoir finalement une retranscription qui permette à l'autre de prendre la mesure de cette douleur physique ou psychique. Donc il y a des moments où quelque chose de l'intimité bute sur la limite de nos moyens d'expression, je pense. Par le langage, ou à cause du langage, ou face au langage? Oui, peut-être qu'il y a d'autres biais, du coup, d'autres modes d'expression artistiques, corporels, qui vont réussir à dire ce que le langage a du mal à dire. Après, je pense que si on le travaille, le langage réussit quand même à dire énormément de choses. Et que si on a du mal à recevoir quelque chose de l'ordre de l'intimité de l'autre, c'est parce que parfois il y a une très grande étrangeté. C'est une expérience tellement différente de toutes celles que j'ai pu faire j'ai du mal à l'appréhender de la même manière que je vais avoir du mal à appréhender une langue étrangère. Et pourtant, c'est dans la description, dans l'exercice de pensée, dans l'exercice philosophique à partir de cette matière intime, que vous parvenez, en tout cas pour moi en tant que lectrice, à faire se rejoindre nos différentes expériences manifestement très étrangères les unes aux autres. Je suis très différente de toi qui traverse un deuil, et pourtant il y a des choses dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Dans votre dernier texte, Être à sa place, vous posez la question de ce que c'est qu'une place. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est quelque chose qui nous enracine? Est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'elles se fluidifient? Est-ce qu'elles sont mouvantes? Puisqu'on se pose ce matin la question de l'intime et de l'intimité, est-ce qu'on met un signe égal entre une place, ou avoir sa place à soi, et son intimité? Non, parce qu'il y a plein de places qu'on occupe qui sont... pas du tout intimes, qui sont sociales, qui sont politiques. Bon, alors effectivement, il y a une articulation entre le politique et intime, mais pas tout le temps, pas toujours. Je peux défendre des causes politiques qui n'ont rien d'intime, qui sont vraiment des causes très collectives et très extérieures à ce que éventuellement je ressens. Donc il y a des places qui ne sont pas intimes, et heureusement, d'une certaine manière, parce que il y a aussi un danger à être enfermé dans quelque chose qui serait strictement intime, je crois. Il y a une forme de folie aussi, être toujours en tête-à-tête avec soi, ou être toujours en train d'observer sa propre intériorité. Donc il faut des places extérieures, il faut des lieux de transition d'une place à une autre. Il faut des places, mais il faut des mouvements entre ces places. Il faut avoir le choix, vous l'écrivez, de pouvoir les changer, ces places-là, de sortir de l'assignation, d'être en mesure de s'inventer, de se réinventer. C'est vraiment un livre, moi, que j'ai reçu comme un livre sur le mouvement de nos vies. Et par exemple,
Vous revenez beaucoup sur la manière dont notre époque est revenue à la phrase d'avoir sa chambre à soi de Virginia Woolf, et bien sûr vous n'en défaites pas la nécessité, mais quand même vous le discutez. Qu'est-ce qu'il y a de discutable dans cette idée d'avoir sa place à soi, Claire Marin? Ça peut être une espèce de trompe-l'œil. C'est pas parce que j'ai cet espace matériel que je ne vais pas être incessamment interrompue par ceux qui rentrent, qui sortent, qui m'appellent, qui exigent de moi telle ou telle chose ou tel service. Donc, et puis il n'y a pas de... Enfin, je pense, mais là-dessus, je comprends qu'on puisse avoir d'autres opinions, mais je ne pense pas qu'il y ait un effet absolument magique d'un lieu. Parce que j'ai cette chambre que je vais devenir ce grand écrivain. Parfois, on se cache aussi derrière des réalités matérielles qui manqueraient et qui rendraient impossibles certaines activités. Il y a des grands écrivains qui ont écrit dans des conditions absolument désastreuses d'un point de vue matériel. Donc, peut-être qu'il y a un embourgeoisement de la figure de l'écrivain et qu'il faudrait absolument cet espace-là. C'est surtout un espace mental, en fait, dont on a besoin. C'est pas un espace matériel. C'est une disposition, c'est une durée pour penser, pour écrire, pour créer, pour avoir des projets qui ne soient pas artistiques ou intellectuels. C'est disposer de sa propre durée sans être sans cesse interrompu par les exigences ou les injonctions des autres. Et justement, cet espace intérieur ou intime, moi, je l'ai beaucoup senti à la lecture de votre livre du côté de la lecture. Il se trouve que quasiment chacun des chapitres est introduit par une trace de vos lectures, des citations, par exemple de Georges Perec, mais pas que. J'ai en tête une citation de Michael Ferrier, mais comme s'il y avait dans cette discussion du être à sa place l'idée que, d'une part, des réponses possibles sont à trouver du côté de la lecture, et que d'autre part, le être à sa place, pour vous, ou pour ceux qui s'y reconnaîtraient, ce serait dans la lecture, dans la pensée, dans l'intériorité, dans la possibilité de rêver, d'imaginer. Alors, c'est sûr que c'est dans le rapport à la littérature, dans une espèce de dialogue silencieux avec tout ce que peuvent proposer comme éléments de stimulation les différents auteurs, effectivement, qui sont souvent des auteurs relativement contemporains. Donc là, il y a effectivement quelque chose comme un échange, un dialogue. Est-ce qu'il est intime nécessairement au sens où il est intériorisé, mais il est aussi ouvert, c'est-à-dire sur les lecteurs du livre. Enfin, c'est vraiment l'idée, plutôt que d'être en tête-à-tête avec ces auteurs, l'idée c'est plutôt de les faire connaître, d'être dans une position de médiation plutôt que dans un petit colloque singulier avec mes auteurs préférés. Et puis après, la lecture en soi, pour moi, c'est pas un exercice qui serait uniquement de l'ordre d'un rapport intime. C'est au contraire le fait d'être débarrassé de soi et d'être projeté dans un autre monde, de voir comment d'autres pensent, comment d'autres vivent. C'est un moment, au contraire, où je suis bien contente de m'oublier en plongeant dans l'univers d'un romancier ou d'une romancière. Donc de se presque reposer de soi. Tout à fait. Ce dernier livre s'appelle « Être à sa place ». Il est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous serez en signature au Olsen pour ce livre-là et les autres, j'imagine. Merci beaucoup, Claire Marin, d'avoir été là pour ce dialogue court. Et merci à vous de nous avoir écoutés.